Bonjour à tous, on se retrouve pour ce chapitre 3 où l'on va aborder la notion de marché. Donc le cours sera structuré de la façon suivante, une rapide introduction, puis nous verrons la notion de concurrence pure et parfaite que nous avons déjà un petit peu abordée dans le chapitre précédent, et ensuite nous verrons les trois intensités concurrentielles qui existent sur les marchés en fonction du nombre d'acteurs qui sont présents. Il y aura ensuite une rapide conclusion synthèse. Donc les différents types de marchés. On va déjà commencer par une petite définition assez simple du marché. Un marché, c'est quoi? C'est défini comme un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc c'est-à-dire des acheteurs et des vendeurs qui vont entrer en contact pour échanger des biens et services. On va voir du coup qu'il existe trois grands types de marchés dans la classification. On a le marché des biens et services que vous connaissez classiquement. Marché des biens de production, marché des biens de consommation. L'ajustement justement entre l'offre et la demande va s'établir par le prix. C'est la flexibilité du prix qui va permettre d'avoir une situation d'équilibre qui optimise la satisfaction collective. Il y a le marché du travail, donc où on échange tout simplement une force de travail, où la variable d'ajustement est ici le salaire. Puis on a les marchés de capitaux, donc les marchés financiers, les marchés d'échange, où les variables d'ajustement sont également des prix, mais des prix liés au taux d'intérêt et au taux de change. Donc comme je disais en introduction, il y a plusieurs intensités concurrentielles en fonction des nombres d'acteurs présents. Et on a un économiste qui est Stackelberg qui a justement fait une distinction en fonction de ces différentes variables et de ces différentes intensités concurrentielles. Et on arrive sur ce tableau qui s'appelle donc le tableau de Stackelberg qui nous permet de justement aller identifier quel type de marché nous avons. Et donc on retrouve bien les trois types que nous allons aborder: concurrence parfaite, le monopole, l'oligopole, et nous on en aura même un autre qui sera le duopole. Et donc voilà, par exemple, un monopole, comme on connaît à peu près, ça va être un vendeur. Quand nous avons qu'un seul vendeur sur un marché, on est dans une situation de monopole. Quand il y a quelques vendeurs, mais peu nombreux, face à des acheteurs assez nombreux, nous sommes dans un oligopole. Quand il y a une multitude à la fois de vendeurs et d'acheteurs, on est dans une situation de concurrence parfaite. Alors, on va voir que la concurrence parfaite est finalement assez difficile à obtenir. Donc, il faut savoir que la concurrence pure et parfaite, il faut 5 conditions pour que le modèle fonctionne. Donc, la première condition, c'est l'atomicité du marché. Alors, c'est quoi l'atomicité du marché? C'est dire que le marché doit être formé d'un grand nombre de consommateurs et d'un grand nombre de firmes, donc c'est ce qu'on avait vu dans le tableau de Stackelberg juste avant, de telle sorte que chacune d'entre elles ne représente vraiment qu'une très faible part de marché. De cette atomicité du marché, il va découler qu'il y a, s'il y a variation de l'offre de la part d'un producteur, il n'y aura pas de signification vraiment importante sur les conditions d'offre et de demande du marché, puisqu'il y a tellement d'entreprises qui offrent qu'au final, les impacts sont beaucoup moins forts. Et en fait, il en résulte que aucune firme n'a vraiment d'influence sur le prix du marché. C'est ce qu'on va appeler les price takers. On dit que la firme, que l'entreprise, elle est price taker, c'est-à-dire preneuse de prix. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune entreprise qui ne va pouvoir détenir vraiment un pouvoir de marché, donc un poids suffisant pour venir influencer le marché au point de modifier ou de fixer ses propres prix. On a un économiste qu'on avait déjà nommé
qui s'appelle John Stuart Mill, qui écrivait d'ailleurs « La concurrence est une situation où il ne peut y avoir pour le même produit de qualité identique, de prix sur le même marché ». Donc ça, c'est vraiment la première condition, c'est l'atomicité du marché. La deuxième condition du modèle de concurrence pure et parfaite, c'est l'homogénéité du produit. Et là, on considère que tous les produits des fabricants d'une même industrie sont identiques. La différenciation, la publicité et toute forme de marketing sont complètement inconnues. Les consommateurs n'ont aucune autre raison que le prix pour choisir un vendeur plutôt qu'un autre. Et là, ça, c'est quand même assez important de comprendre ça, puisque l'homogénéité des produits, on voit bien dans notre monde actuel, dans nos marchés actuels, que ça n'existe au final pas. Toutes nos entreprises maintenant essayent impérativement de se démarquer par la forme, par la couleur, par l'innovation technologique, par X ou Y moyen, et ce qui fait que c'est pas juste le prix qui va nous faire décider. Alors le prix peut entrer en ligne de compte évidemment, mais en tout cas ce n'est pas la seule variable. Donc déjà là on commence à voir un petit peu les limites de la concurrence pure et parfaite. Donc la troisième condition, c'est la libre entrée ou la libre sortie dans la branche ou dans l'industrie. Et le modèle de concurrence pure et parfaite fonctionne s'il n'existe aucune barrière juridique ou réglementaire à l'entrée justement de nouveaux concurrents, donc à l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Donc il ne doit pas y avoir non plus de barrières techniques ou financières importantes. Évidemment, du coup, la concurrence pure et parfaite exclut toute barrière à la sortie également. En gros, ici, on est en train de dire que un modèle de concurrence pure et parfaite, la concurrence est pure et parfaite lorsque n'importe qui peut venir produire et vendre n'importe quoi, sans aucun surcoût, sans aucune difficulté particulière. Là, on voit bien, par exemple, dans notre marché actuel, qu'il y a, au-delà des réglementations, des normes par réglementation de sécurité notamment, il y a bien des brevets de fabrication qui existent, donc ça c'est une première barrière réglementaire qui peut exister, et puis il y a aussi des barrières techniques qui peuvent être importantes. Ne se lance pas dans la course à l'espace qui veut demain. Il y a quand même un coût qui va être très important en termes technologiques et financiers. Donc là on est à nouveau dans les limites déjà de ce modèle. Le quatrième condition, c'est la transparence du marché. Donc la transparence du marché, c'est quelque chose d'assez assez parlant comme terme. Ça consiste à ce que le consommateur ait une information totale. Mais au-delà de l'information totale et de l'accessibilité totale à cette information, il faut que les agents, donc les individus, les ménages, aient la capacité de l'analyser. Pour, dans l'idée derrière, pouvoir choisir en connaissance de cause la situation optimale. Et de ce fait, il ne peut normalement y avoir qu'un seul prix, puisque tout le monde... Là, on est vraiment à nouveau sur le raisonnement de l'homo economicus, l'homme réfléchi, l'individu réfléchi, rationnel, qui est capable d'analyser toutes les données et de faire son choix vraiment de façon consciente et éclairée. Et puis, dernière condition du modèle de concurrence pure et parfaite, c'est la parfaite mobilité des facteurs de production. Et donc là, ça veut dire qu'il faut une mobilité totale dans les facteurs de production, dans le travail, dans le capital. Et donc, ça veut dire que les salariés peuvent changer de branche à leur guise. Et que les facteurs de production vont se diriger vers les emplois où on en tire justement le meilleur parti. Évidemment, ça peut paraître un idéal très intéressant, mais ça pose quand même quelques soucis. Dans la mobilité des salariés, on voit bien notamment qu'il y a une idée qui est absente ici, qui est l'idée quand même de compétence.
Il y a des diplômes, il y a des compétences techniques plus ou moins fortes selon les métiers, et on imagine mal pouvoir devenir médecin par exemple tous demain en claquant des doigts. Il y a quand même une connaissance à acquérir qui est assez forte. Donc, comment on détermine l'équilibre dans un modèle de concurrence pure et parfaite? Si on avait ces 5 conditions-là qui étaient absolument respectées, comment nous déterminons l'équilibre? Eh bien, grâce à ce schéma-là, qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, et donc en concurrence pure et parfaite, le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre sont déterminés justement par cette rencontre. Et donc on a notre petit point d'équilibre qui est le croisement au milieu. Bien sûr, ces courbes-là peuvent varier pour plusieurs raisons. Par exemple, l'offre peut varier en fonction des coûts de revient, des réglementations, des taxes, etc. Mais la demande peut varier aussi avec notamment des produits substituables qui apparaissent sur le marché, une variation des revenus, des goûts et des comportements qui vont différer, qui vont évoluer avec le temps. Et donc, dès qu'un événement va se produire sur un marché, eh bien, il va falloir justement se demander si cet événement-là a modifié la courbe, alors la courbe d'offre, la courbe de demande, les deux peut-être, et dans quel sens, pour pouvoir justement réajuster, enfin en tout cas voir l'effet, l'impact sur le point d'équilibre, et pour pouvoir éventuellement l'équilibrer. Et donc, dernier point ici, qu'on va aborder ici, c'est l'optimum de Pareto. Donc Pareto, c'était un économiste important qui exprime l'idée que l'état optimal de l'économie, donc selon Pareto, c'est la situation dans laquelle il n'est pas possible d'augmenter la satisfaction d'un individu sans aller diminuer celle d'au moins un autre individu dans une proportion égale ou supérieure. Donc en fait, il explique vraiment que c'est une idée de situation d'équilibre qui va optimiser la satisfaction collective. Et donc, toute l'idée de Pareto, c'est que si à un moment donné, aller augmenter la satisfaction d'un individu engendre la diminution d'une satisfaction de quelqu'un d'autre, d'un autre individu, alors on n'est plus dans un état optimal. Et ça, c'est notamment le cas quand on va se retrouver face à des défaillances de marché. Donc, les défaillances de marché, on en a de plusieurs types. On a notamment les externalités, les existences de biens publics, enfin les natures de biens, et les asymétries d'informations. Donc, on va commencer le schéma par la gauche, et on va regarder les externalités. On va passer assez rapidement dessus, puisque nous avons déjà parlé des externalités dans les politiques économiques. Donc une externalité, je ne reviens pas sur la définition du terme externalité, mais pour lutter contre les externalités, on va devoir donc réglementer ou mettre de la fiscalité afin justement d'aller contrebalancer ces externalités-là et de pouvoir revenir à un état d'équilibre. Donc ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc on va s'intéresser maintenant plus aux deux autres points, qui sont ici et ici. Donc la nature des biens. Les biens peuvent être classés donc, en deux catégories, des biens collectifs, des biens communs. Donc il faut savoir que les biens ne peuvent pas être tous offerts par des entreprises sur les marchés. C'est notamment le cas des biens publics qui ne vont pas avoir de prix unitaire. Donc les biens publics, ça va être des biens qui vont être dits non excluables, donc c'est-à-dire qu'ils doivent englober l'intégralité des personnes et de la société, et non rivaux, puisque on ne peut pas empêcher un individu ou un autre d'être sous le coup de ce bien public-là parce que nous, on l'utilise. Par exemple, on retrouve dans cette idée-là de bien public la sécurité, la police, par exemple. La police, je pense que ça vous parle à tous, elle doit défendre tout le monde, donc elle n'exclut personne.
et elle est non rivale puisque ce n'est pas parce qu'il y a une personne à un instant T qui est protégée par la police ou quoi, ou entendue ou je ne sais quoi, qu'une autre personne ne peut pas avoir recours à pareil, à un autre service de police ou quoi. Donc ça, c'est par exemple, c'est une première défaillance de marché. C'est vraiment cette idée de bien public. Et pour offrir ce type de bien qui est nécessaire à la population, eh bien, l'État va en gérer justement sa propre production. Et c'est le cas, par exemple, quand elle fait des monopoles publics, donc les biens publics, ou encore des concessions de services publics. Et donc voilà, on peut vraiment classer les biens en fonction de 2 critères qui sont la rivalité et l'exclusion. Donc l'exclusion, c'est vraiment l'idée, est-ce qu'on peut empêcher un individu de consommer le bien? Donc oui, par exemple, c'est le cas pour les biens marchands. Hein, rien que la monnaie, l'argent, la valeur peut exclure certaines personnes de consommer ce bien-là, ou sinon on est plus dans des biens de type public ou ressources naturelles. Et puis l'autre idée, c'est vraiment la rivalité. Est-ce que le fait que moi je consomme ce bien-là, est-ce que ça détériore justement la possibilité par un autre individu? D'accord? Donc ça peut être le cas pour des biens privatifs. Donc privatif, tout simplement. Si par exemple moi j'achète une maison, voilà, elle est maintenant à moi, ou si je loue une maison, c'est à moi, j'empêche complètement les autres personnes de bénéficier de cette maison-là. Donc là on est vraiment dans un bien qui serait exclusif et rival. Par exemple, je regarde la télévision chez moi, c'est un bien d'exclusion puisque il y a quand même cette notion de redevance audiovisuelle ou alors de chaîne câblée par exemple. Mais par contre, ce n'est pas un bien rival. N'importe qui d'autre peut regarder la télé chez soi. Voilà. Donc c'est vraiment ces idées-là de défaillance du marché, c'est qu'à un moment donné, le marché ne peut pas être totalement pur, notamment si nous sommes dans des biens rivaux et d'exclusion. Et puis la troisième défaillance de marché qu'on peut rencontrer, c'est l'asymétrie d'information. Donc les informations des offreurs, des demandeurs, peu importe, sur les prix et sur la qualité des biens, peuvent être soit imparfaites, soit inégalement réparties, soit aussi difficiles à comprendre. Et donc, cette asymétrie-là va favoriser le pouvoir de marché de certains acteurs et poser des problèmes vraiment sur le bon fonctionnement du marché. Et en l'occurrence, il y a 2 gros problèmes qui découlent de l'asymétrie d'information. C'est la sélection inverse, qu'on appelle aussi anti-sélection, ou l'aléa moral. Alors, c'est quoi l'anti-sélection ou la sélection inverse? C'est quand une personne veut acheter quelque chose, mais qu'il n'est pas du tout spécialiste. Par exemple, vous voulez acheter une voiture d'occasion, mais vous n'êtes absolument pas garagiste. Qu'est-ce qui vous garantit vraiment le niveau de qualité du véhicule que vous allez acheter? Vous ne pouvez pas le savoir. Et vous risquez du coup de vous retrouver avec une voiture d'occasion qui est bourrée de défauts, de problèmes, etc. Tout simplement parce que vous n'avez pas les capacités techniques de savoir, d'étudier justement la qualité de cette voiture. Autre problème, c'est l'aléa moral. On appelle ça aussi le risque moral. Donc, par exemple, là on est plus sur une notion de confiance. Donc, par exemple, vous avez finalement acheté votre voiture d'occasion, là, c'est bon, et puis vous avez l'obligation de l'assurer chez un assureur. Donc vous allez chez l'assureur et vous voulez donc souscrire votre police d'assurance. L'assureur, lui, il y a des choses qu'il ne connaît pas sur vous. Il ne sait pas si, par exemple, vous avez l'habitude de rouler trop vite, ou si vous avez l'habitude de rouler sous l'emprise d'alcool ou de drogue, ce qu'il ne faut absolument pas faire, je vous le rappelle. D'accord? Mais voilà, tout ça, il ne le sait pas. Ou il ne sait pas que vous devez porter des lunettes et que vous ne les portez pas. Il ne sait pas que ça fait, 15 ans que vous n'avez pas conduit et que vous vous rappelez pas bien comment on conduit, ou vous ne connaissez plus le code de la route.
tout un tas de choses. Eh bien, comment il peut vous assurer, l'assureur? Tout simplement, en fait, il va vous faire confiance. Et lui, il prend un risque, du coup, plus fort que ce qu'il imaginait, parce qu'il estime, forcément, que, ok, il y a un risque à ce que vous ayez un accident, mais qu'il y a un risque, normalement, qui est calculé. Qui est calculé par rapport au fait qu'il va considérer que vous allez rouler dans toute la réglementation du code de la route et dans le respect du bon sens, etc. Et sauf que vous, comme vous ne lui dites pas votre mode de fonctionnement, eh bien il se retrouve face à un sur-risque. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre un petit peu ces problèmes-là liés à l'asymétrie d'information? Soit par une procédure justement permettant d'obtenir l'information sur la qualité du produit ou de l'individu. Ça a été notamment le cas en France, l'obligation du contrôle technique lors de la vente d'un véhicule, je continue sur le véhicule, permet normalement de garantir aux futurs acheteurs que le véhicule a été correctement contrôlé par des professionnels, cette fois-ci réellement, et que la voiture en est sortie de façon correcte. Et puis, pour continuer toujours sur notre système d'assurance, ça peut être aussi la notion de, justement, bonus ou malus qui a été instauré par les assurances. C'est-à-dire que vous avez un relevé auprès de votre assurance que vous pouvez demander, qui vous dit si vous avez eu X années sans accident, ou au contraire, si vous avez eu des accidents, etc., qui va justement aller nuancer ce risque en fonction de vous, votre conduite et vos nombres d'accidents. Lorsque l'une des conditions justement de la concurrence pure et parfaite n'est pas respectée, au moins une en tout cas, on est dans un système dit de concurrence imparfaite. Et là, on va se rapprocher beaucoup plus du fonctionnement réaliste de notre économie. Et donc, il y a plusieurs situations de concurrence imparfaite, on l'avait vu au tout début, et on va voir ici la première situation, qui est le monopole. Donc, un monopole, normalement, ça vous parle à peu près, mais c'est quoi? C'est une situation d'un marché dans lequel il n'y a qu'un seul offreur, d'accord? Mais, par contre, une multitude de demandeurs. Donc, une entreprise dans une situation de monopole, si vraiment il y a notamment des barrières à l'entrée très fortes, ou une impossibilité pour d'autres entreprises de pénétrer le marché. Et donc, quand il y a en tout cas pas justement la condition d'atomicité du marché. Donc voilà, donc là les sources de monopole sont multiples. Notamment, il y a une existence de rendement d'échelle croissant. Donc, par exemple, plus la quantité va être élevée, plus le coût justement va diminuer, ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, les économies d'échelle, c'est quand vos coûts, vos prix peuvent baisser parce que justement vous fournissez quelque chose en très très grande quantité. Et ça, on retrouve du coup des monopoles dans ces systèmes-là. Et c'est principalement vrai justement dans les réseaux où les infrastructures sont avec des poids très importants, avec des coûts fixes très très importants, qui vont du coup justement empêcher les nouveaux concurrents, les petites entreprises de venir, puisque le coût serait trop important. Ça, c'est ce qu'on appelle notamment les monopoles naturels. Quand une entreprise est capable de fournir l'ensemble du marché en demeurant rentable grâce justement à ces fameuses économies d'échelle que va lui procurer sa spécificité. Et du coup, le monopoleur, lui, il a quand même une situation qui est assez confortable, puisqu'il va fixer des prix de marché qui sont, je ne vais pas dire plus faibles, plus accessibles, mais en tout cas qui vont encore en plus empêcher d'autres entreprises sur le marché. Puisque comme lui, il a des économies d'échelle, comme lui, il arrive évidemment à baisser ses coûts parce qu'il vend une très grande quantité et qu'il arrive à répartir ses coûts de façon importante, ses prix sont un peu plus faibles. Et ce qui fait que
admettons même qu'une autre entreprise passerait au-delà des coûts très importants d'infrastructure de départ, elle serait confrontée à des prix trop faibles pour qu'elle devienne rentable. Donc là, forcément, voilà, on n'a pas du tout de concurrence pure et parfaite ici. Alors, le monopole, il peut aussi être légal, d'accord. Notamment, il y a des moments où l'État vient intervenir pour créer ces monopoles, ou en tout cas pour protéger certains monopoles. Notamment, c'est le cas dans la recherche médicale. Là, la vocation vraiment, c'est de protéger. Et il y a une législation qui est très forte sur les brevets. Et notamment, un brevet sur un médicament, sur un nouveau produit médicament, ça donne du coup un monopole pour l'entreprise qui a développé ce médicament-là, puisqu'elle va être la seule vraiment à pouvoir exploiter ce nouveau produit, ce nouveau médicament pendant un certain nombre d'années. Donc pourquoi? Tout simplement pour continuer à encourager la recherche notamment. Imaginez, vous mettez des années et des milliers, des millions d'euros à faire de la recherche, tout ça pour que le jour où vous ayez trouvé, vous ne puissiez pas en récupérer un peu de bénéfices. Bon, voilà, il y a une sorte quand même de protection derrière. Ça peut être aussi pour limiter des éventuels excès que viendrait créer un monopole privé. Donc par exemple, la distribution du courrier, la poste, etc. Une entreprise privée qui n'aurait que vocation à aller faire du profit, ne serait pas forcément incitée à aller distribuer du courrier dans des zones géographiques où il y a quasiment personne, puisque les coûts seraient trop élevés pour elle, et elle n'aurait pas d'intérêt, elle ne le ferait peut-être plus. Donc l'idée de certaines protections, certains monopoles, donc notamment des monopoles publics, c'est vraiment de protéger certains métiers, certaines activités de cette notion de profit pour que tout le monde puisse encore y avoir accès. Ça rejoint à ce que je vais continuer, enfin aussi l'idée des services d'intérêt généraux. Par exemple, on sait que le transport ferroviaire, la SNCF, donc c'est une entreprise publique, on sait que c'est des coûts qui sont quand même excessivement élevés. Les trains, les rails, etc., c'est très très cher. Alors certes, il y a des lignes qui vont être assez rentables, notamment le TGV, c'est vrai que c'est un gros apport pour la SNCF. Par contre, à côté de ça, la SNCF s'engage aussi à continuer de faire rouler sur tout le territoire, y compris justement dans des zones un peu reculées. Donc ça c'est pareil, ça permet de protéger un petit peu ça, de protéger le consommateur. Et puis aussi réguler des secteurs qui sont un petit peu peut-être sensibles. Notamment c'est le cas pour les débits de boissons alcoolisées, où là il va y avoir des licences et un certain nombre de licences qui vont être données, et il n'y a que l'État qui a le droit de donner ces licences-là. Donc les licences pour permettre de vendre de l'alcool notamment. Ou des contraintes réglementaires liées notamment aux jeux d'argent, donc notamment la Française des Jeux, qui a le monopole de l'organisation du loto national. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on atteint une situation d'équilibre en cas de monopole? Eh bien, tout simplement, comme pour toute entreprise, on va supposer que le producteur, monopoleur, cherche à maximiser son profit. Il va donc déterminer en priorité la quantité optimale pour laquelle il va faire un profit le plus important, et puis voir à partir de quelle quantité le profit diminue, et dans ce cas-là, l'entreprise s'arrête à cette quantité déterminée. Une fois que la quantité déterminée, la quantité idéale déterminée est fixée, le monopoleur va fixer son prix. Donc, s'il n'y a pas de concurrence, l'entreprise est faiseur de prix, d'accord, faiseuse de prix. Donc, à la différence des price takers de tout à l'heure, là, on est vraiment dans le système d'une entreprise qui est faiseuse de prix. C'est elle qui dispose de son pouvoir de marché. Et là, le prix du coup optimal va dépendre de la demande des consommateurs, puisque il y a un équilibre à trouver avec le prix que les consommateurs sont prêts à payer. Parce que le risque serait de proposer un prix
trop élevé et du coup de ne plus avoir de demande. Et donc l'équilibre du monopole est atteint pour quantité et prix optimum, donc c'est-à-dire où on arrive à vendre à un prix, une quantité qui permet d'avoir le profit maximum. Donc nous allons passer maintenant à la concurrence monopolistique. Alors, qu'est-ce que c'est la concurrence monopolistique? C'est une situation de marché dans laquelle il y a un grand nombre d'entreprises qui offrent des produits donc différenciés, dont les caractéristiques sont donc légèrement différentes, et qui va leur conférer une situation de monopole, donc qui va être temporaire ou non. Ces produits ne sont donc pas complètement substituables les uns aux autres. On suppose donc aussi qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Par contre, donc nous ne sommes pas dans une situation de concurrence pure et parfaite, puisque il y aura une absence d'homogénéité des produits. Je vous rappelle, l'homogénéité des produits, tous les produits devaient être substituables, identiques, etc. Là, ici, il y aurait un petit truc en plus. Et donc, notamment, dans une concurrence monopolistique, les entreprises vont chercher justement à fidéliser leurs clients, à en attirer même des nouveaux, en proposant des biens ou des services donc un tout petit peu différents, avec leur propre marque, et justement différents moyens pour attirer justement ces clients. Donc ça peut aller du qualité de service après-vente, qualité du produit, dynamisme du service commercial, rapidité des services de livraison, etc. Et là, du coup, on va vraiment avoir un rôle qui va être fondamental sur le marketing et la publicité. Puisque la concurrence ne va pas s'établir sur les prix, comme ce serait le cas en concurrence pure et parfaite, mais bien sur les caractéristiques du produit. Et donc vraiment, un produit différencié, c'est quoi? C'est vraiment une caractéristique qui va être unique aux yeux du consommateur. Il va vraiment du coup choisir un produit en fonction de cette caractéristique-là, de cette différence-là. Et donc il y a plusieurs types de différenciation. On peut avoir des différenciations horizontales, donc un produit de qualité identique mais avec des caractéristiques juste différentes, ou une différenciation verticale. Donc là, c'est un produit qui répond aux mêmes besoins mais qui ont des qualités différentes. On pourrait penser par exemple à des chaussures. Des chaussures, vous en avez des complètement bas de gamme, vous en avez des milieux de gamme, et vous en avez des haut de gamme, de luxe, etc. Or, ça répond fondamentalement aux mêmes choses, juste avoir des chaussures. Donc ça, on serait dans une différenciation verticale. Et donc, comment se fait l'équilibre en concurrence monopolistique? C'est assez simple. En fait, chaque entreprise va faire face à une demande comme si elle était en situation de monopole, en fait. Voilà. Et donc, elle va à nouveau établir sa quantité en priorité et puis son prix. Donc, avec le fameux prix, justement, qui est acceptable par le consommateur. Voilà. Par contre, ici, elle doit quand même prendre en compte le fait qu'il y a d'autres entreprises et qu'à un moment donné, dans la formation de ses prix, si elle devient trop chère, il faut vraiment que ce soit qu'elle arrive à vendre ce surplus. Voilà, par exemple, le luxe, il faut qu'ils arrivent à un moment donné à se positionner sur du luxe et à dire pourquoi eux, leurs chaussures, elles valent 10 fois celles du concurrent à côté. Et donc en ça, elles sont pas dans une logique de fixer leur prix avec des économies d'échelle ou juste par rapport au prix psychologique des consommateurs. On va retomber dans un système de price taker où le prix va s'imposer. Alors s'imposer, ça dépend aussi dans quelle différenciation on est. Si on est dans une différenciation verticale, donc par la qualité, il va y avoir plusieurs strates. Voilà. Le luxe va se jouer entre industrie du luxe et le low cost va se jouer entre industrie low cost par exemple, mais elle va devoir prendre en compte le fait qu'il y a quand même des produits un peu substituables à côté d'elle, qu'il y a quand même un peu de concurrence et donc qu'elle va pas pouvoir fixer non plus un prix complètement libre. Voilà. Et en plus, comparé justement au monopole, juste monopole tout simple, classique qu'on vient de voir, il va y avoir à long terme de nouvelles firmes, de nouvelles entreprises qui vont arriver.
Et donc, du coup, là, il va y avoir une demande qui va devenir de plus en plus rigide. Et si l'entreprise, elle augmente son prix, bah, elle va perdre assez peu d'acheteurs. Mais au contraire, si elle le descend aussi, elle va gagner aussi peu d'acheteurs. Pourquoi? Tout simplement parce on arrive dans une concurrence, un processus de concurrence qui va s'ouvrir. Donc passons maintenant au duopole. Donc qu'est-ce que c'est un duopole? Comme son nom l'indique, duo de deux producteurs indépendants qui vont approvisionner le marché en cherchant à maximiser leur profit. Donc, par rapport à une situation de concurrence pure et parfaite, on aura des producteurs qui vont pouvoir influencer la fixation du prix sur les marchés et par les quantités offertes. Donc, ils ne sont pas dans une situation de monopole, ils se concurrencent mutuellement. Et du coup, puisqu'ils sont que deux, ils doivent tenir compte un peu du comportement de l'autre. D'accord? Et c'est là que va entrer en jeu justement la théorie des jeux. Donc il faut savoir que, je crois que c'est en 2012 de mémoire, il y a eu un prix Nobel justement qui a récompensé la théorie des jeux dans l'économie. Donc c'est quoi la théorie des jeux? C'est l'idée que deux producteurs, les deux producteurs ici, vont élaborer une stratégie qui va tenir compte du comportement de leurs concurrents, tant au niveau des prix que des quantités. Et la théorie des jeux montre qu'ils peuvent mener une stratégie soit coopérative, avec une stratégie d'entente, soit conflictuelle, avec une stratégie de trahison. Et là, on a ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, donc, qui a été théorisé par Tucker. Et alors, il y en a des versions diverses et variées, hein, mais on a un exemple ici tout simple. Donc l'idée, c'est que vous avez deux prisonniers. Ils sont tous les deux interrogés de façon séparée. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Et voilà, le policier, le juge leur parle de façon individuelle à chacun. Et ils leur disent, bah voilà, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avouez, soit vous niez. Voilà, c'est assez simple, c'est assez binaire. Si les deux prisonniers nient complètement leur implication, il n'y aura qu'un chef d'inculpation mineur qui va être retenu et ils écoperont chacun d'1 an de prison. Par contre, s'ils avouent tous les deux, chacun de leur côté, ils seront forcément jugés, mais le fait qu'ils aient avoué, comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée, ils auront une peine inférieure qui sera ici de 3 ans chacun. Et par contre, s'il y en a un qui avoue et l'autre qui nie, celui qui aura avoué aura la clémence du tribunal et sera remis en liberté totalement libre, pendant que l'autre, par contre, sera condamné à la peine maximum, donc ici 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que s'ils nient tous les deux, il y a au total 2 ans de prison, 1 an chacun. S'ils avouent tous les deux, on a au total 6 ans de prison, d'accord, 3 et 3. Et s'il y en a un qui nie, c'est 5 ans de prison. Mais du coup, le prisonnier, lui, il est interrogé de façon donc séparée, on a dit. Donc il ne sait pas. Il ne sait pas ce que l'autre il va faire. Donc quel est son intérêt? C'est avouer, en fait. On va arriver à avouer. Pourquoi? Parce que s'il est le seul à avouer, du coup, c'est génial. Il a 0 de prison. D'accord? Voilà. Par contre, s'ils sont tous les deux à avouer, il a 3 ans de prison. Alors que s'il nie mais que l'autre a avoué, par contre, là, il s'en prend 5. Donc, c'est le pire des scénarios. Donc, en fait, cette idée-là fait que ils vont se retrouver globalement, normalement, tous les deux, à avouer. En espérant que l'autre nie et d'avoir les 0 de prison. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte qu'on arrive à un équilibre catastrophique, puisque les deux vont avouer, et ça va être le pire scénario possible. Ils ont tous les deux 3 ans de prison, ce qui fait au total 6 ans de prison au lieu de 5. Voilà. Alors que la situation idéale, ce serait qu'ils nient tous les deux. Voilà. Et ça, bien sûr, malheureusement, comme c'est une question de confiance, en fait, envers l'autre. Donc voilà. Voilà un petit peu comment c'est schématisé. Et donc ça, on peut le transposer totalement dans l'économie, puisque, par exemple, on pourrait imaginer que s'ils gardent l'entente, ils se font confiance et ils ne bougent pas leur prix, ni l'un ni l'autre, on pourrait imaginer qu'ils vont avoir chacun, je sais pas, un chiffre d'affaires de 20 000 euros.
Puis on pourrait imaginer, bah oui, mais s'il y en a un qui baisse ses prix et pas l'autre, bah là, il gagne 50 000 euros. Et sauf qu'en fait, ils vont être amenés tous les deux à baisser leur prix en espérant que l'autre ne le fasse pas et faire plus de bénéfices. Et au final, les bénéfices vont être complètement répartis et ça ne marche pas en fait. Mais voilà, souvent c'est ce qui se pose comme problème, en tout cas dans le duopole. C'est ce qu'on a appelé le dilemme du prisonnier. Et donc on va voir maintenant la dernière forme de concurrence, donc une concurrence imparfaite, qui est l'oligopole. Donc qu'est-ce qu'un oligopole? Donc on l'a déjà vu dans le tableau de Stackelberg, mais on va répéter, on va redéfinir ici. C'est caractérisé par la présence de quelques offreurs pour une multitude de demandeurs. C'est une situation qui est assez fréquente sur les marchés mondiaux, où vous avez un super exemple ici. Vous avez l'impression qu'il y a plein de marques, mais en fait elles sont détenues par quelques offreurs seulement. D'accord? Par exemple, l'offreur Coca, il a toutes ces marques là derrière. Donc vous avez peut-être l'impression quand vous allez boire une boisson là-dedans que vous êtes face à plusieurs offreurs. En fait, non, vous n'êtes face qu'à un seul offreur qui est finalement derrière la marque Coca-Cola. Pareil, voilà, pour Nestlé, qu'on connaît un peu plus en France, Unilever, etc., etc. Voilà. Et en fait, ça, des oligopoles comme ça, en fait, on en retrouve énormément. Donc là, bon, c'est sur des marques usuelles, mais vous pourrez retrouver des schémas d'oligopoles comme ça aussi sur les médias. C'est assez édifiant, en fait, on se rend compte que les médias, on a l'impression d'avoir une tonne et une tonne et une tonne, par exemple, de médias à disposition, mais au final, derrière, il n'y a que quelques offreurs. Et donc souvent, les marchés oligopolistiques résultent d'opérations de concentration qui sont liées justement au rachat des entreprises concurrentes. Vous voyez, on voit quand même qu'on reste dans un même domaine d'activité. D'accord? PepsiCo, voilà, vont être beaucoup sur la boisson, un petit peu sur la nourriture, mais enfin, ça reste sur des choses, voilà, plutôt soda, plutôt snack. Voilà. Donc, L'Oréal, par exemple, qui est donc une sous-marque Nestlé, va garder que des choses dans le cosmétique, etc., etc. Et pourquoi, en fait, ils font ces rachats d'entreprises? Pour bénéficier des fameuses économies d'échelle. D'accord? Et donc, du coup, toute décision d'une entreprise a une conséquence sur l'autre, mais là, directement, et là, on le sait. D'accord? Et donc, forcément, si les entreprises ne coopèrent pas entre elles, on n'arrive pas à une situation optimale du tout. Ici, en l'occurrence, les entreprises qui sont juridiquement indépendantes vont passer une entente sur le partage du marché, donc sur les parts de marché, ou sur le niveau de production. Et donc, évidemment, quand vous faites ça, derrière, le prix des produits aussi. Sauf que les ententes vraiment durables sont assez rares. Pourquoi? Parce que ça impose des coûts de surveillance élevés. On en revient à l'idée de il faut être certain que l'autre ne va pas trahir, parce que sinon on revient à notre dilemme du prisonnier, où dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une situation optimale, et donc chacun pourrait être incité à tricher en se disant je vais vendre moins cher et finalement avoir une part de marché plus élevée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en France, dans le droit de la concurrence en France, les ententes de ce type-là sont interdites. Pourquoi? Tout simplement parce que le législateur a voulu intervenir pour protéger le consommateur. C'est vraiment la base dans le droit français, et notamment dans le droit de la consommation, etc. C'est vraiment l'idée de protéger le consommateur. Et donc, pour pas que le consommateur paye des produits plus chers, puisque c'est très facile si vous vous entendez avec vos collègues de dire non, personne ne baisse les prix, on fait le truc le plus élevé possible, et au final c'est toujours le consommateur qui est lésé. Eh bien le droit français est venu interférer là-dessus et interdit en fait les ententes. Et on a pas mal d'entreprises qui sont comme ça condamnées chaque année. Ça a été le cas en 2020 notamment, on a vu Apple qui a été condamné à une amende en France par l'autorité de la concurrence justement. Voilà, et donc ils ont eu une sanction pécuniaire assez importante, un peu plus d'1 milliard d'euros. Voilà, mais il y en a eu d'autres, on en a pas mal, notamment dans tout ce qui était, on parlait là de L'Oréal, il y a eu, c'était en 2016, une amende de quasiment aussi 1 milliard d'euros. C'est quand même pas des montants à chaque fois qui sont négligeables, parce que c'est pareil, il y avait eu plusieurs multinationales de ce secteur-là, de l'hygiène, de l'entretien, etc., par ici, là, qui s'étaient entendues
justement qui s'étaient concertés sur leur prix. Et donc évidemment ça c'est interdit. Donc une petite conclusion. Donc vous voyez, on voit les principales formes de marché avec un nouveau monopole, etc. Je vous l'ai remis ici, un petit peu mis différemment. Et à nouveau les équilibres, donc où l'équilibre se fait. Donc quand on est en situation de concurrence pure et parfaite, on a un équilibre qui est bien centré sur la loi de l'offre et de la demande. Et puis en situation d'oligopole, de duopole, de monopole, où va se faire vraiment l'équilibre. Donc pour conclure un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est vraiment, voilà, la concurrence pure et parfaite symbolise l'équilibre idéal, l'atteinte absolue du marché. C'est malheureusement assez difficile à mettre en pratique. Et donc la concurrence imparfaite, elle, va déboucher sur des équilibres qui vont être non optimaux, donc non optimaux notamment au sens de Pareto. Et c'est par contre à nuancer, puisque dans certains cas, effectivement, il y a des monopoles naturels ou des différenciations de produits qui peuvent se justifier par rapport à des situations particulières. Ça va être pareil, par exemple, certaines ententes vont être autorisées, mais uniquement quand il va s'agir de concentration d'entreprises qui vont permettre des économies d'échelle pour ces entreprises-là, en tout cas une diminution des coûts, et qui va se répercuter sur les prix en faisant baisser les prix et qui vont profiter aux consommateurs. Alors là, ok, c'est autorisé. Néanmoins, les pouvoirs publics en France sont vraiment garants que ces entreprises-là, ces multinationales-là notamment, n'abusent pas justement de leur position dominante sur le marché. Et c'est pourquoi en France, le droit de la concurrence est vraiment quelque chose de très important. La législation est vraiment très très importante. C'est un élément primordial et qu'il ne faut pas négliger en fait justement quand on étudie l'économie des marchés. Voilà, bon, c'est fini pour ce cours-là. Il nous reste 2 chapitres ensuite qui seront basés sur la consommation et la production. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez.